Un Apple Vision Pro par Google et Samsung a été présenté 2 fois moins cher, mesdames et messieurs, avec un iPhone Air qui se vend pas, mais tout le monde, de toute façon, veut autre chose que ces appareils. Ils veulent tous des lunettes connectées. Vous avez peut-être constaté une panne chez des sites qui étaient plus disponibles, des services qui étaient plus dispo. C'était probablement dû à la panne d'Amazon Web Services. On va en parler un petit peu aussi. Et puis, il y a du nouveau aussi sur les projets de conquête spatiale de la part de la NASA. Les projets qui tournent autour de la Terre. Et puis, une question, est-ce que ChatGPT Atlas, le navigateur propulsé à l'IA, va prendre la place de Google Chrome ? Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 28 octobre 2025 et c'est l'épisode 438. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je ne suis pas seul. Il est à la tech ce que les bonbons Créma sont aux soirées Halloween. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Et beaucoup de ça va, je suis ravi de coller aux dents et de donner des caries. Donc, alors voilà, ça c'est le côté négatif, mais est-ce que tu connais le grand avantage des bonbons Créma ? C'est que, je vais te le dire, parce que je pense que là, vu ce que tu me dis, tu connais pas suffisamment bien les bonbons Créma. Les bonbons Créma, ils sont variés, ils ont des goûts fruités tous différents, mais surtout, ils ont un gros avantage pour Halloween, c'est qu'ils sont emballés. Alors, ça fait partie de ces petits bonbons. Les carambars, ils sont emballés, mais ils collent. Les sucettes, c'est pas pratique. Et donc, quand tu prépares des bonbons pour les enfants pour Halloween, c'est vachement bien d'avoir des Créma, tu vois, tu les distribues. Parce que les bonbons qui sont pas emballés, quand on met les doigts dessus, c'est pas propre. Tout à fait. Après, il y a les petits sachets individuels Haribo, mais là, il y en a trop pour le coup. Voilà. C'est la stratégie. Équipez-vous de Créma pour la soirée d'Halloween. Merci à Corentin Lallier, Julien Doclos, Paul et Cédric Jantet qui ont accepté de soutenir Tech Café sur Patreon, patreon.com/Tech Café. N'oubliez pas aussi de réagir entre vous et avec nous, et puis évidemment suite au sujet de l'épisode, mais aussi sur les autres sujets qui vous tiennent à cœur sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Et donc Guillaume, sans autre forme de procès, évidemment, la star qui est arrivée sur les sites de tech, c'est effectivement cet Apple Vision Pro. En tout cas, il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, cette espèce de masque de ski, vraiment qui lui ressemble beaucoup, mais effectivement présenté à 2 fois moins cher qu'un Apple Vision Pro. Bon, de toute façon, c'est difficile de faire beaucoup plus cher qu'un Apple Vision Pro, Guillaume. C'est vrai, on mentionnait qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés sur la révision M5 du Vision Pro la semaine dernière. Cette fois-ci, on a un vrai concurrent qui pourrait faire un peu bouger les lignes. C'est ce fameux ex-projet Wuhan. Il y a des journalistes qui ont pu le tester. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il manque quand même pas d'atouts pour faire très très mal à son rival. Parce qu'on va évidemment l'éléphant dans la pièce, et ça forcément 2 fois moins cher, $1,800. Et pourtant, il n'a pas grand-chose à lui envier à ce Vision Pro. Alors, le processeur est moins puissant quand même. Il faut le mentionner, on a un Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2, qui est une version légèrement améliorée de ce qu'on trouve dans un Quest 3, par exemple. Donc, on est quand même très très loin de M5. En particulier en termes de puissance graphique, c'est vraiment massif, quoi. Après, c'est pas forcément rédhibitoire. D'ailleurs, en aparté, je trouve que Apple s'acharne à mettre des puces ultra puissantes dans ses iPads. Je pense que 99% des gens ne voient pas la différence entre un iPad M3, M4 ou M5. Je trouve que c'est un peu exagéré de mettre M5 dans un iPad perso, mais bon. Et pour le Vision Pro, d'ailleurs, les principaux griefs venaient pas du manque de puissance, en réalité. Donc le Galaxy XR, il est moins puissant, mais ça reste une machine qui peut faire plein de choses et faire du spatial computing, évidemment, quand même, bien entendu. D'autant que pour le reste, on a à peu près la même proposition que chez Apple, des écrans micro OLED 4K, un par œil, donc 4K pour chaque œil, qui donne une résolution même un peu supérieure à celle du Vision Pro, avec un système de passe-flou pareil en couleur, même set de capteurs à peu près les mêmes interactions avec des gestes et une couche IA par contre qui est largement plus convaincante. Donc Gemini est partout. Elle est existante évidemment. Déjà, elle existe et elle est plutôt efficace. Évidemment, elle est au cœur du système Android. Elle permet de contrôler pas mal de choses à la voix, et ce qui économise pas mal de gestes et donc de fatigue. Par ailleurs, comme avec les lunettes méta, l'IA peut voir tout ce que vous voyez, et donc tu peux lui poser des tas de questions sur ce que tu es en train de regarder. Tu peux faire un circle to search, mais dans la réalité, dans la vraie vie. Tu peux entourer la montre de la personne qui est en face de toi pour savoir combien ça coûte d'avoir la même. Si tu es en train de lire un magazine avec ton casque, on peut se projeter, pourquoi pas, on est prêt à tout. Tu pourrais entourer le contenu d'un article ou les choses que tu vois dans l'article pour les chercher en temps réel. Tout à fait, tu pourrais traduire une partie d'un truc, tu pourrais lire des trucs en japonais si tu connais pas le japonais. Wow. Ouais, l'autonomie du casque est à peu près de 2 à 3 heures, pareil d'ailleurs, selon l'usage, donc ça ressemble pas mal aussi. Tu peux le brancher en l'utilisant, le confort est meilleur que sur un casque
Apple, hein, parce que déjà, il est plus léger. 545 grammes contre Vision Pro qui pèse désormais 750 à 800 grammes en version M5, qui est même encore un petit peu plus lourde que la version M2. Globalement, le système d'attache est aussi un peu plus confortable, il y a une mode optionnelle sur le dessus de la tête aussi. Et le Galaxy XR est au final plus agréable à porter, même si on n'aura pas non plus envie de le mettre 8 heures sur sa tronche non plus par jour, hein, mais c'est quand même un progrès. Et dedans, on a a priori évidemment Android XR, hein, une nouvelle version d'Android qui fait tourner toutes les applications standards, hein, qui permet aussi à des applications conçues pour de tirer parti de la réalité mixte. Comme du côté d'Apple, pour le moment, il n'y a pas beaucoup non plus d'applications optimisées. C'est quand même autant une sorte de kit pour encourager les développeurs à se lancer que du côté de chez Apple. C'est un peu la même chose quand même. Hein. D'ailleurs, vu le prix du Vision Pro et la qualité globale de l'ensemble, c'est à se demander si Samsung ne perd pas de l'argent en vendant le truc à ce prix-là. Il y a même plein de bonus à l'achat. C'est pour te dire, tu achètes 1800 balles, mais tu as aussi 12 mois de Google AI Pro, de YouTube Premium, de Google Play Pass, et même de NBA League Pass. Ah ça, on peut dire que c'est commerçant. Hein. C'est par rapport à certains qui vendent des chiffons à 25 balles et des câbles à 50. Oui, c'est sûr. Quand même commerçant. Et il y a même la chiffonnette offerte, hein, d'ailleurs, dans le Samsung Galaxy XR. Enfin bon, bien sûr, ce casque de luxe peut servir de casque VR sur le PC aussi, hein, ou servir d'écran pour jouer à des jeux standards en énorme, bien entendu. Pour ce qui est des apps en réalité mixte, ce qui impressionne vraiment, on aurait l'éternel Google Earth, hein, bien sûr, qui permet de visiter n'importe quel endroit en immersion, en quelques gestes et juste en parlant. Bien sûr, on peut avoir autant d'écrans que vous voulez, les placer où vous voulez, un écran pour votre PC et tout. Bon, évidemment, je ne dirai pas ce que... Bon. On a des vidéos 360 aussi. Gemini, l'IA en tout cas, de Google se chargera de passer photos de 2D en 3D. On peut avoir donc rajouter une espèce de relief à des photos qui existent déjà. Je l'ai pas mentionné, mais j'allais dire, bien sûr, il y a un suivi du regard comme sur le Vision Pro. Hein, encore une fois, c'est vraiment presque un clone en réalité, mais pour les utilisateurs Windows, en fait, pour les utilisateurs qui sont pas Mac. Et c'est vrai que pour conclure, en étant beaucoup moins cher, plus confortable, plus ouvert, et avec une qualité vraiment comparable, le Samsung Galaxy XR enterre le Vision Pro pour tous ceux qui seraient intéressés par un casque et qui seraient pas vraiment contraints de rester dans l'écosystème Apple, en fait. Hein. Et alors, est-ce que pour autant c'est un produit grand public ? Certainement pas. Ça reste très cher, même si on commence à arriver à des prix de téléphones haut de gamme. Hein. Il y a des téléphones qui coûtent 1800 balles. Hein. Ouais, et le Samsung Galaxy Fold, le dernier, je crois, il est plus cher finalement que... Il est même un peu plus cher. Après, évidemment, c'est aussi des téléphones qui se vendent pas énormément. Non plus. Mais bon, c'est vrai qu'on commence à passer dans des prix qui sont quasi grand public. Après, je pense que les usages sont encore trop niches et c'est un produit qui est encore assez gros et lourd. Mais c'est quand même un net progrès, hein. Il faut le dire, hein. 2 fois moins cher et aussi bon, voire mieux. Bon, je pense que les technophiles pourraient se laisser tenter par un Galaxy XR alors que Vision Pro serait hors de portée. Mais ça reste un produit niche quand même. Surtout que le support sur le long terme de Google à la plateforme est jamais certain, hein, faisant une minute de silence pour Stadia. Ah oui. Et pourtant, Dieu sait que les manettes Stadia continuent à avoir une belle vie de seconde main. Ouais. Moi, je vous recommande d'aller sur Le Bon Coin, de regarder si vous cherchez une manette. Elles sont très bien. Vous les avez pour 10-15 balles. Franchement, super manette, extrêmement polyvalente. Écoute, en tous les cas, de mon point de vue, le Galaxy XR, c'est ce qu'aurait dû être le Vision Pro, hein, tout simplement. Alors, est-ce que le spatial computing a plus de chances, pour le coup, de devenir le futur ou pas ? Sans doute pas. Beaucoup pensent que le monde est passé que tout le monde est... la mode, plus ou moins, est passée aux lunettes de réalité augmentée, qui semblent plus facilement trouver un public, peut-être parce qu'elles sont juste plus faciles à porter, plus agréables, je sais pas. En tous les cas, pour le meilleur et pour le pire, hein, on va dire. Mais bon, je ne sais pas, toujours est-il que si vous avez envie d'un casque de réalité mixte et que vous avez des moyens à mettre dedans, oui, ça a l'air d'être une bonne proposition. Hein. Tu sais que j'ai toujours pas testé l'Apple Vision Pro. J'aimerais beaucoup, mais j'ai jamais eu l'occasion. Bizarrement, il n'y a pas grand monde qui en a pour en faire une démonstration. Et je suis pas allé en Apple Store faire une démo. En fait, je devrais parce que je suis très curieux. Je pense qu'il y a vraiment un effet waouh. Ça, je pense que c'est vraiment un truc à faire. Et du coup, peut-être que ça vaudrait le coup aussi de tester du coup le Samsung Galaxy XR pour tester. Je crains quand même que l'expérience soit la même que pour l'Apple Vision Pro, de l'aveu de beaucoup. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui les utilisent régulièrement. C'est clairement pas une majorité. Il y en a beaucoup qui l'achètent et qui malheureusement le mettent sur l'étagère après. Ils s'en servent pas plus que ça. Je vois pas ce qui changerait avec ce Samsung Galaxy XR. Ça va être le même problème. Ça va être le même problème. C'est les applications. Enfin, il faut des killer apps, quoi. Voilà, il faut vraiment des system sellers, comme on dit. Hein. Il faut des applications qui aient une vraie grosse
grosse valeur ajoutée, ce qui peut probablement arriver pour des cas d'usage spécifiques. Hein. Tout à fait. Je pense qu'il y en aura et c'est très bien comme ça. Après, pour le grand public, effectivement, c'est plus difficile, j'imagine. Il y a une petite star dans la star, hein, quand même, c'est le système d'exploitation. Alors, on n'a pas finalement beaucoup plus d'éléments, mais Android XR qui a été développé par Google. Alors, est-ce que c'est du marketing ou plutôt de la communication, ou est-ce que c'est une réalité? Ils disent que c'est la première fois qu'ils développent un système d'exploitation en ayant pensé l'intelligence artificielle dès le départ. Moi, je pense que ça reste quand même beaucoup du discours marketing et je ne suis pas certain que le socle technique d'Android XR soit par beaucoup d'aspects très différent des autres versions d'Android. Je ne sais pas si tu as des billes là-dessus. La question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que Android XR va être distribué pour d'autres constructeurs qui voudraient apporter une solution encore moins onéreuse que Samsung Galaxy V. Ça, c'est XR. clairement l'objectif. C'est pour ça que c'est beaucoup plus ouvert. C'est clairement l'objectif. Hein. C'est une démo, on va dire, c'est un modèle de référence, hein, le Galaxy XR. Mais oui, normalement, c'est exactement comme ça que ça devrait fonctionner. N'oubliez pas, pour terminer, que quand il y a Samsung qui fait un produit, il est souvent cher, mais vous pouvez l'avoir moins cher quelques mois après, parfois au travers de promos, parfois à travers l'occasion. C'est l'espoir, hein. C'est-à-dire ouais. là, ce Samsung-là, il coûte 1800 balles, enfin $1800 aux États-Unis là actuellement. Et en Corée, il sera probablement moins cher l'année prochaine ou même dans 6 mois. Sûr. Et puis quand il y a je sais pas, quand il y aura les Xiaomi qui sortiront, t'as raison, les Xiaomi, voilà, c'est sûr. Ouais. Un casque XR Xiaomi d'occasion, ça sera peut-être beaucoup plus abordable déjà. Un tout dernier point, hein, mais sur l'adoption du produit, ils ont abandonné cette idée de faire des simili-yeux qui étaient restitués sur un écran. Merci. Et c'est très bien, et je pense qu'effectivement, Apple a testé, il faut abandonner ça. Apple abandonne autre chose au passage, et c'est pas encore l'Apple Vision Pro, mais sans complètement l'abandonner, ils réduisent énormément la voilure de ce qu'on a compris au travers de rumeurs et d'analystes sur la production de l'iPhone Air. Guillaume, l'iPhone le plus fin du monde, bien que très solide, ne semble pas remporter un succès complètement dithyrambique. L'iPhone Air ne ferait pas recette selon Ming Chico. Est-ce que c'est encore vraiment une rumeur? C'est quand même Ming Chico. Ouais. Analyste Apple extra lucide, hein, dont on a parlé ici plusieurs fois. Il leur a dit, les gens pensent que l'iPhone Air, c'est de la crotte de capybara. En substance, je résume. Hein. Les ventes seraient décevantes et Apple aurait réduit les commandes et les livraisons d'ailleurs des appareils. Et puis il n'y a pas que Kuo qui le dit. C'est pour ça qu'on en parle aussi, c'est parce que c'est un peu convergent. Il y a des analystes chez Mizuho aussi, qui est une banque japonaise, et de Nikkei Asia qui diraient la même chose, quoi, et qui confirmerait que par contre, les ventes d'iPhone 17 et 17 Pro restent satisfaisantes. Mmh. Donc ce serait quand même un problème spécifique de l'iPhone Air, qui peinerait à trouver son public. Alors, du coup, est-ce que ça se passe de manière rationnelle pour une fois? Payer un téléphone plus cher qui vous offre moins d'options juste parce que c'est plus léger, ça ne convainc pas. Ça vaut pas le coup. Bah écoute, apparemment, oui, d'accord, c'est presque réconfortant dans un sens. Après, c'est très préliminaire. Hein. L'iPhone Air, il sera probablement encore au menu l'an prochain, sans doute. Hein. Mais ça pourrait devenir un outsider c'est un outsider clairement de la gamme, mais ça pourrait avoir le même destin que d'autres outsiders de la gamme qui ont disparu au bout de 2 ou 3 itérations. Hein, donc on verra bien si le plus cher juste pour plus léger, c'est pas un peu léger comme proposition. Bon, je pense que c'est aussi un savoir-faire que commence à adopter Apple et qu'ils arriveront à injecter au fil des générations dans les iPhones. C'est aussi, je pense, précurseur d'une finesse à laquelle on va pouvoir tendre, avec les limites qui s'imposent aujourd'hui, qui sont celles de la réalité et de la physique. Guillaume, il y a des comportements qui sont quand même très étranges que tu as identifiés et avec des commandes de robots à distance pour des magasins au Japon. L'histoire est assez rocambolesque et vraiment aux antipodes de ce qu'on peut imaginer comme étant la modernité de la robotique aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? Écoute, les casques VR et le spatial computing ont trouvé un usage professionnel, un vrai, hein, avec le télétravail. Alors je sais, quand je vous dis télétravail, tu penses sans doute, tu te vois sur Zoom en réu avec Patrick, qui est au bureau à 20 km. Oui. Là non, je parle de vrai télétravail, où il y a le télé, il veut dire quelque chose. Comme des Philippines, un mec aux Philippines qui manipule des robots au Japon.
Et au Japon, ils ont des trucs comme qu'on appelle des combini, vous le savez certainement, c'est des supérettes ouvertes H24 et 7 jours sur 7 ou pas loin. Ah, je savais pas, Donc c'était ça le c'est les nom. Lawson, Ok. c'est les Family Mart, voilà, les 7-Eleven. Et tout le monde y va tout le temps, ça marche très très fort et les rayons doivent être en permanence réapprovisionnés. Logistiquement, évidemment, c'est du boulot quand même. Alors, qui le fait? Derrière, dans les stocks, dans les entrepôts, il y a des robots qui s'occupent de ça. Le Japon est un pays vieillissant, je veux dire, même encore beaucoup plus que nous, c'est dire. Il y a une pénurie de main-d'œuvre de plus en plus, et puis le salaire minimum, c'est cher. Bon, on trouve pas facilement des gens qui ont envie de faire ça, forcément. D'où les robots. Sauf que les robots, ils sont pas super fiables. Ils font régulièrement tomber des trucs. Alors, ils y arrivent en général, ils arrivent à déplacer des boîtes et tout, mais ils font régulièrement tomber des trucs, ils font des erreurs. La solution, engager des gens qui surveillent et aident les robots. Mais du coup, j'ai dit, c'est cher au Japon. Alors voilà, mais heureusement, il y a les casques verts. Et un robot peut donc être télémanipulé par un gonze n'importe où dans le monde, donc pourquoi pas à Manille, parce que là-bas, C'est moins c'est cher. pas très cher, il y a beaucoup de gens qui sont très qualifiés, et donc on a des open space de jeunes en général qui supervisent chacun une cinquantaine de robots, et quand il y en a un qui fait une connerie, ils prennent le contrôle en réalité virtuelle, et puis donc ils ramassent la canette en télémanipulation, ils utilisent les bras télémanipulateurs, prennent le contrôle vraiment du robot, et ils ramassent la canette qui est tombée. Lawson et Family Mart utilisent déjà ce système, et 7-Eleven va y passer sans doute aussi. C'est tout bénef, parce que tout est automatisé 99% du temps, largement, et on a juste besoin d'un gonze qu'on paye au lance-pierre pour les 1% restants. Et cerise sur le gâteau, tous ces gens produisent de la bonne donnée, qui servira directement à améliorer le robot, qui n'aura bientôt besoin de coups de pouce que 0,1% du temps, et puis encore moins, et puis peut-être plus du tout. Donc ces Philippins travaillent à leur propre automatisation. Alors c'est des boulots qui sont pas passionnants de base, et manipuler un robot avec un casque vert pour ramasser une canette, franchement c'est marrant au début, la première fois, tu vois, 5 minutes ça doit être rigolo, mais enfin au bout de la 850e fois ça doit être un peu lassant. Tout ça pour 350 balles par mois au mieux. Alors ça a l'air très correct pour le pays, mais bon, la pérennité à long terme de cet emploi est pas garantie, vu la vitesse à laquelle les robots évoluent. D'ailleurs, si on en croit un sondage fait sur 1000 employés à travers le monde, aujourd'hui, un tiers des tâches serait automatisable en moyenne, le reste nécessiterait une intervention humaine. Dans 22% des cas, ce serait pas automatisable du tout, voilà, il y a 22% des cas où il n'y a que des humains. Dans 47% des cas, je vais y arriver. Le reste nécessite une intervention humaine. Non, oh là là. Puis alors, j'ai pas les pourcentages sur les yeux, donc je vais pas te corriger. Ouais, un tiers des tâches est automatisable. Ok. Le reste nécessite une intervention humaine dans 22% des cas. Ouais. Et ça ne serait pas automatisable dans 47% des cas. Je sais pas si... Oui, ça passe. Oui, ok. En 2030... Ça fait 100%, ça, ouais. En 2030, c'est déjà ça, on passerait à seulement un tiers. Donc il y aurait un tiers des tâches qui seraient non automatisables et le reste serait fait par des humains ou en coopération serait fait par des machines ou en coopération avec des machines. Eh ben écoute, je sais pas où ça va nous mener. Tu sais que décidément... C'est une sorte de travail hybride. Ouais, c'est une façon de le présenter en tout cas. Mais tu sais que c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, c'est pas si marrant que ça. Mais tu parles d'un boulot qui est pas rigolo de ramasser des canettes comme ça 5-6 fois. Mais tu sais que je peux pas m'empêcher de penser à chaque fois qu'on parle du travail aux Philippines dans le monde de la tech à ce reportage à l'époque qui, moi, m'avait beaucoup marqué, qui montrait le profil des gens qui étaient embauchés aux Philippines pour modérer du contenu sur les réseaux sociaux. À l'époque, on modérait du contenu sur les réseaux sociaux. Et ils regardaient des contenus abjects sur Facebook toute la journée. Et ça tu vois, j'arrive... Alors, ça se fait toujours... Je sais pas si c'est dans les mêmes proportions quand même aujourd'hui, pour le coup. Mais bon, peu importe. En tout cas, j'arrive à me demander qu'est-ce que tu préfères, tu vois. Est-ce que tu préfères voir des contenus dégueulasses toute la journée et les modérer ou ramasser des canettes? Honnêtement, je sais pas. Donc ça, c'est les casques, grâce aux casques qu'on va pouvoir arriver à faire tout ça. C'est beau. Mais en attendant, on peut aussi s'attarder sur l'étape d'après. Parce qu'Android XR, dont on parlait tout à l'heure, il pose aussi probablement des fondations à plus long terme qui peuvent être assez intéressantes. C'est un socle logiciel pour aller plus loin et aller embrasser de plein pied ce monde merveilleux des lunettes connectées qui a commencé à nous dessiner Meta. Mais évidemment, c'est que le début, Guillaume, ça. Bah oui, comme on le disait, tout le monde veut faire des lunettes connectées. Maintenant, Amazon n'est pas le dernier. Car ça faisait un petit moment qu'il parlait de lunettes pour ses livreurs, des lunettes professionnelles. Et on les a finalement vues, et elles sont étonnamment légères et discrètes. Elles sont même plus normales presque que les Meta Ray-Ban. L'affichage qu'elles offrent semble un peu moins sexy que sur les Ray-Ban Display. On est sur un affichage vraiment vert assez rétro, pour donner par exemple des itinéraires GPS,
Et alors en extérieur ou même en intérieur d'ailleurs, hein, on peut donner les directions d'intérieur, suivre tel couloir, aller dans telle salle, etc. Pour aider le livreur à choisir le bon colis aussi. Hein, voilà, où il peut scanner en fait en temps réel les colis que le livreur prend dans les mains. Prendre des photos pour faire des preuves de livraison. Dans le futur, elle pourrait aussi détecter les erreurs, détecter les trucs cassés, interpréter plus de choses, etc. Peut-être intégrer des lasers pour essayer de laseriser les chiens méchants qui essaient d'attaquer à la gorge les livreurs, des choses comme ça. Les lunettes vont avec une veste qui contient en réalité la batterie et aussi un bouton dédié. Peut-être d'autres d'ailleurs aussi, on ne sait pas avec exactitude d'ailleurs quels sont les capteurs présents. Il y a au moins 2 caméras. Et enfin, voir si ça peut aider les livreurs vraiment pour de bon, ou si c'est encore un truc qui va les... Voilà, qui va être encore plus difficile, rendre leur vie encore plus difficile, on ne sait pas trop, mais ça pourrait vraiment les aider en fait, hein, si elles apportent vraiment les infos qu'il faut au moment où il faut, pourquoi pas. Et en fait, elles sont si légères, ces lunettes de réalité augmentée, qu'on se demande pourquoi Amazon n'en ferait pas une déclinaison grand public. Et d'après The Information, c'est prévu pour 2026 ou 2027. Elles auraient même un nom de code qui s'appelle Jayhawk. Alors, Amazon n'a pas annoncé que ça, ils ont aussi montré une dizaine de robots qui sont en test. Hein. Amazon a mis avant Blue Jay. Ils aiment bien les Jay. Donc c'est les oiseaux apparemment. Donc Blue Jay, c'est une paire de mains supplémentaires. Alors, c'est vrai qu'avoir une paire de mains supplémentaires, ça peut être utile dans une multitude de situations que je vous laisse imaginer. Mais là, Blue Jay peut déplacer, bien sûr, les 3/4 de type de colis que reçoit Amazon, hein, et qui est finalement censé devenir une technologie de base. Alors, vraiment, hein, Blue Jay, c'est une sorte de truc de base. Amazon affirme avoir développé Blue Jay en un peu plus d'1 an à partir de l'IA, de jumeaux numériques, de données provenant de robots déjà en service. Voilà, plein de mots très hype. Alors, il a bien mentionné que Blue Jay n'allait pas remplacer les humains. Non. Que ça provoquerait pas de licenciement, non. D'ailleurs, c'est peut-être vrai pour le moment, puisque les licenciements, ils sont chez l'école blanc. Amazon se prépare à virer pas moins de 30 000 personnes, soit 10% de ses travailleurs, mais hors entrepôt. Alors par bruit, ils auraient surembauché pendant la pandémie, maintenant ils font des économies. Et voilà, ça ne les empêche pas de continuer à investir des sommes folles évidemment dans l'IA et l'automatisation. Hein. Ils ont aussi parlé d'un système IA agentique d'ailleurs, qui s'appelle le projet Eluna, je ne sais pas si c'est un oiseau ça, qui agit comme un coéquipier supplémentaire, qui contribue à réduire la charge cognitive. Alors ça dépend, parce qu'il y a quand même des collègues vraiment pénibles qui ne réduisent pas du tout ta charge cognitive. Ah, c'est clair, au contraire. C'est un coéquipier supplémentaire, tu vois, voilà, c'est vraiment... Bon... En tout cas, les lunettes connectées sont à la mode, et vous savez à quel point ça me réjouit, bien entendu, de voir des lunettes connectées avec des gens comme ça qui ont des caméras en permanence sur la tête et qui peuvent te filmer à n'importe quel moment. Ça, c'est évidemment une des préoccupations principales, évidentes, c'est la vie privée. Avec ces caméras sur ta tronche, c'est pas les petites LED de signalisation qui vont changer quoi que ce soit. On s'en doutait un petit peu, mais bon, pour être vraiment sûr, hein, je peux mentionner le cas des Ray-Ban de Meta. Donc, où il existe déjà un mode qui coûte 60 balles et qui permet de désactiver cette fameuse LED qui permet de savoir si on te filme ou pas. Et dans le plus grand des calmes, donc tu peux, dans le métro, filmer n'importe qui, n'importe quoi, à n'importe quel moment. Meta a pris soin important, hein, de mettre ensemble la LED et la caméra. Ah oui. Faut pas que tu puisses juste mettre un scotch dessus. Tu vois, c'est tout, les deux sont intégrés, donc voilà, tu peux pas... Ça, c'était un bon move. Pas suffisant, a priori. Un bon move. Tu mets un scotch dessus, vraiment, la caméra est occultée. Mais c'est pas suffisant, parce qu'en quelques mois, tu peux... Il y a déjà des petits malins, quoi, voilà, qui ont ouvert les lunettes et qui ont trouvé comment tuer la LED sans toucher la caméra, et puis ils ont une liste d'attente, du coup, pour ce service qui ne cesse de s'allonger. Les LED, ça ne suffira pas. Ouais, sera sans doute corrigé, mais de toute façon, ce qui sera corrigé sera de toute façon à nouveau hacké. Vous savez hein, ce qu'il en est en matière de protection comme ça et de failles. C'est toujours le jeu du chat et de la souris. Et pendant qu'ils se courent les uns derrière les autres, il y a les failles qui sont exploitées. Au passage, Amazon, il y avait des mémos internes hein, aussi qui ont non pas parlé, eux, de licenciement, mais de non-recrutement. Et là, pour le coup, Amazon, à l'échelle de 2030, ils identifient quand même des centaines de milliers de jobs qu'ils envisagent de ne pas avoir à pourvoir parce que la robotique va être évidemment là pour faire beaucoup de manipulations. Quoi. Mais on dit Jesse, il en fume toujours. Il dit non mais c'est pas qu'on va pas embaucher des gens, les gens on va les déplacer, ça va déplacer les postes, ça va créer d'autres trucs et ça va faire un machin, c'est difficile, oh là là, c'est compliqué, c'est flou, tout ça. Ouais.
Écoute, tant pis. Enfin, c'est comme ça. Vous savez ce qu'il en est. On vous fait toujours une description des situations. Et puis, voilà, à vous de vous faire l'analyse sur le plan de la morale. En attendant, Guillaume, il n'est pas impossible que les personnes qui nous écoutent ces derniers jours aient eu des petits soucis d'accès comme ça sur certains services. Et ça a été des pannes qui se sont en fait généralisées et on a trouvé le coupable, c'est ça ? Il vous aura pas échappé qu'Amazon AWS a eu quelques petits soucis. Et la semaine dernière, une panne de presque 16 heures du prestataire cloud qui détient quand même le tiers de tout le marché et qui a affecté une multitude de services, de Snapchat à Reddit en passant par Fortnite et Signal. Et bon, évidemment, plein d'entreprises plus ou moins grosses qui utilisent et qu'on ne connaît pas forcément, qui utilisent aussi AWS. Donc ça a été une catastrophe qui n'est pas sans rappeler CrowdStrike un peu quand même, et qui est allé jusqu'à faire planter des lits. Parce que, sachez-le, nous sommes clairement au pic de la civilisation, il existe des lits connectés, et ceux-là se sont mis à faire n'importe quoi quand le cloud est tombé, rester bloqué en position haute, se mettre à chauffer jusqu'à faire cuire les dormeurs qui étaient dedans. Une démonstration magnifique, s'il en fallait une, de l'absurdité totale de devoir passer par le cloud pour interagir avec son lit. Des lits à 2500 balles, d'ailleurs au passage, de marque 8 Sleep. Alors bien sûr, après la cata, les devs ont affirmé qu'ils allaient corriger ça. Ah bah oui. Un problème pareil était tellement imprévisible, effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez AWS ? En fait, pas grand-chose. Un bug dans un service DNS. Alors, évidemment, un data center, c'est des millions de machines virtuelles, c'est pas facile à gérer, et les paquets doivent être en permanence routés convenablement, tout ça en fonction de la charge. Et donc, il y a des routes qui sont mises à jour en permanence, et puis c'est ça qui a bugué. Il y a 2 services qui gèrent en fait les DNS, qui se sont fait la course, et puis il n'y a personne qui a gagné, le système a craché. Ça a créé un goulot d'étranglement de trafic sur un site qui a déséquilibré tout le système. Un facteur aggravant, révélé plus tard, c'est que le secteur affecté était le plus ancien et le plus utilisé chez AWS. Il y a eu une défaillance dans cette zone a provoqué des problèmes en cascade qui se sont propagés à travers le monde entier. Et c'est vraiment pas brillant pour AWS, qui est quand même un prestataire cloud central, c'est même presque le prestataire historique, il a inventé le cloud presque, AWS. Et qu'il ait une panne, on peut le comprendre, tout le monde a des pannes, c'est normal, des bugs, ok. Par contre, oui bon, je sais ce que tu veux dire, je sais à quoi tu penses. Par contre, que son infrastructure soit aussi concentrée qu'une panne dans un secteur situé dans l'est des États-Unis fracasse des services en Europe, là quand même c'est un peu étonnant. Quelle résilience, je veux dire, le chiffrage du coût de cette panne sera impressionnant, ça s'évalue déjà probablement à des milliards de manques à gagner. Et imagine s'il y avait un conflit armé, tu vois, imagine la fragilité d'Internet en vrai, face à une attaque cyber, un sabotage ou une guerre par exemple. C'est vrai qu'on espérait un petit peu mieux d'un vétéran comme Amazon quand même. Ouais, c'est sûr que ça veut pas dire parce qu'il y a eu cette panne, le système est particulièrement faillible, mais effectivement, j'imagine que dans certains pays plutôt adversaires des États-Unis, ça doit ricaner sous sa cape et puis surtout peut-être tirer des enseignements sur ce qui pourrait être tenté à l'avenir. Écoute, espérons que ça ne se renouvelle pas trop à l'avenir. On continue avec un petit peu d'Elon Musk et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, en fait ça fait une semaine qu'on n'a pas parlé d'Elon Musk, mais surtout ça fait longtemps par contre qu'on n'a pas parlé d'Elon Musk dans le cadre de ses contrats avec la NASA. Et oui, enfin, ça recommence à s'insulter sur les réseaux, c'est parfait, c'est ça qu'on veut, on veut du sang, mais oui. Parce qu'Elon, il est reparti à l'attaque contre Sean Duffy, qui est administrateur provisoire de la NASA. Provisoire, c'est peut-être un provisoire à long terme, et c'est peut-être ça le souci. Donc Sean Duffy, qu'il l'appelle Sean Dummy, on l'appelle Elon l'appelle Sean Dummy, ce qui veut dire un truc comme Sean l'abruti, quoi. Sean le mouton, ça aurait été bien aussi, mais ça rimait pas avec Duffy, du coup. Voilà. Mais bref, Sean l'abruti a été nommé par Trump à la place de Jared Isaacman afin de se choisir lui-même un successeur qui finalement pourrait être Isaacman. Je sais, c'est compliqué, mais c'est complètement politique. C'est vraiment c'est pas logique, c'est juste politique. C'est pas rationnel, c'est pas non plus dans l'intérêt de la NASA forcément d'ailleurs. Elon et Isaacman s'entendent bien, on avait un petit peu parlé de lui, alors que Sean a vertement critiqué SpaceX à plusieurs reprises à la télé. Et SpaceX serait en retard avec Starship pour produire son module lunaire, ce qui est vrai, et il serait aussi très surprenant qu'il soit prêt pour 2027, ce qui décalerait le programme Artemis et qui pourrait glisser allègrement au-delà de 2028, soit bien au-delà de Trump, du mandat de Trump. Et en plus de ça, on est à nouveau comme dans les années 60, mais avec les Chinois cette fois, les Américains sont paniqués à l'idée de perdre leur statut de référence technologique mondiale, et ils veulent à toute force retourner sur la Lune avant la Chine, qui fait des progrès rapides quand même, et assez constants dans le spatial. Et donc en mettant la honte à SpaceX et en faisant des appels du pied aux concurrents, Sean montre qu'il se préoccupe du fait qu'Artemis soit complété pendant la présidence Trump,
Et pour finir, Sean Duffy se verrait bien en futur président, en fait. C'est ça, je pense probablement un des nœuds du problème, c'est que Sean Duffy se voit comme un présidentiable. Là, il est ministre des Transports, mais le spatial, c'est beaucoup plus cool. Tu passes plus facile à la télé quand tu parles de la Lune et des vaisseaux spatiaux que quand tu parles de refaire un pont qui tombe en ruine ou nettoyer des bouches de métro insalubres. Enfin, c'est clair, c'est plus sexy. Ouais. Ben voilà, donc Sean, il a découvert que sa position à la tête de la NASA était très intéressante médiatiquement. Et il veut plus partir. Donc Elon, il est vachement pétard contre lui, évidemment lui milite pour le retour d'Isaac Mann, lequel n'est pas non plus un absolu titre de SpaceX, mais disons qu'ils s'entendent quand même largement mieux, et surtout il est conscient que SpaceX, tout en retard qu'il est, il reste sans doute la meilleure option pour la NASA. Parce que Blue Origin, donc après un concurrent frontal, plus ou moins, enfin le concurrent qui voudrait être un vrai concurrent frontal, Blue Origin communique beaucoup, mais son module lunaire ne sera pas prêt avant la prochaine décennie, et il doit encore faire ses preuves en orbite. Demander aux acteurs historiques comme Boeing ou Lockheed Martin de faire le boulot, ça nécessitera un pognon de dingue, et il n'est pas du tout sûr que ça soit plus rapide. En 2017, un analyste estimait que construire un module lunaire à l'ancienne, c'est-à-dire via des boîtes, effectivement, comme Boeing, et le faire sur des contrats cost-plus, comme on faisait, c'est-à-dire en gros des contrats, mais voilà, à géométrie variable, où on met autant d'argent que nécessaire, on va dire, ça coûterait dans les 20 milliards de dollars, peut-être plus. Or, SpaceX a beau avoir eu des hauts et des bas, c'est en grande majorité son pognon qu'elle investit dans le développement de Starship. Elle a reçu 2 milliards en 2021, c'est pas rien, c'est sûr, mais SpaceX reste bien moins cher, beaucoup moins cher que sinon, quoi. Enfin, c'est pas un hasard, si c'est devenu le prestataire numéro 1 de la NASA. Et le plus terrible, c'est qu'au milieu de ça, la NASA elle-même, elle sait pas où elle va. Elle n'a pas de vision à long terme, elle a un budget en baisse drastique, il y a déjà 20% de personnel en moins qui est parti, alors soit qui se fait virer, soit qui sont partis volontairement. Et encore, il se murmure que Sean Duffy voudra mettre la NASA dans le département des transports, ce qui lui permettrait de conserver la main dessus et d'y placer un mec à lui, pendant qu'on y est. Donc tout ça est extrêmement politique, et à ce moment à la NASA le moral est au plus bas, et ils ont sans doute pas du tout le même état d'esprit que dans les années 60, alors que finalement il y a une course à l'espace avec une sorte de guerre froide et tout, et que voilà, il y a des points communs, mais là, la NASA franchement c'est la zone. Ouais, la nostalgie, ça n'a pas toujours du bon, effectivement. Guillaume, pendant qu'on se tourne vers les étoiles, il y a quand même une initiative dont on peut toucher quelques mots. Une initiative qui vise à penser qu'on pourrait, pourquoi pas, déporter les calculs qu'on fait dans les data centers et qui coûtent cher en refroidissement notamment, et de les déporter pour... En fait, on pourrait balancer les serveurs dans l'espace, faire les calculs sur place. Peut-être plein de situations où ça pourrait être très pratique, non ? C'est ça ? Alors oui, mais pour ça, il y a une composante essentielle, justement, c'est la connectivité, si tu fais ça. Et du coup, cette connectivité, elle est devenue possible. C'est vrai que c'est un changement de paradigme quand même, donc, parce que bon, vous le savez, on peut désormais streamer Netflix dans les avions, grâce à Starlink, l'accès Internet à haut débit, dans un truc qui vole, et qui vole vite, c'est possible. Et même dans un truc qui vole haut, très très haut en fait, jusque dans l'espace, on peut le faire, puisqu'on peut discuter directement avec les satellites Starlink. Starlink, c'est pas seulement la possibilité d'avoir une connexion sur Terre via l'espace, c'est aussi la possibilité d'avoir une connexion avec la Terre, mais de l'espace. Bah oui. Donc on l'a tous vu lors de la mission Polaris Dawn, quand Jared Isaacman lui-même est sorti de sa capsule Crew Dragon, une première sortie extravéhiculaire historique pour un vol privé. Ça a été filmé, retransmis via Internet, en passant par une connexion laser avec des satellites Starlink. Et le fait qu'une mission spatiale utilise une infrastructure grand public pour discuter avec le sol est une révolution. Jusqu'à présent, les satellites discutaient par radio via des stations au sol, qui leur donnaient une faible bande passante déjà, et uniquement quand ils passaient au bon endroit, quand ils n'étaient pas trop loin, quand ils étaient à peu près au-dessus. Parfois, il fallait envoyer des satellites relais, compagnons, dédiés pour une mission en particulier. L'ISS, c'est ça, l'ISS, elle a une connectivité permanente via une petite flottille d'appareils supplémentaires, et donc ça, c'est quand même très cher, c'est pas super pratique. Avec Starlink, on peut désormais fabriquer des satellites qui communiquent avec le sol à haut débit tout le temps et en quasi temps réel. Un bon exemple, c'est la mini-constellation FireSat, dont le but est de détecter des feux de forêt. Donc de l'orbite, ils vont scanner la Terre avec des caméras thermiques pour détecter les feux de forêt. Il devrait y en avoir 50 vers 2030, mais bon, pour l'instant, il y en a un qui a été lancé, il y en a 3 autres qui vont l'être l'an prochain. Et donc ces FireSat, qui sont cofinancés par Google, ils sont utiles que si l'alerte est donnée rapidement, évidemment. Pour éteindre le feu naissant avant qu'il ne s'étende. Et donc la communication rapide et peu chère, c'est un atout majeur pour FireSat, c'est même existentiel. Et ça ouvre des horizons inédits, d'autant que c'est finalement assez peu cher, puisque un seul communicateur laser peut connecter un satellite lambda 70 à 80% du temps. Après, il est possible qu'il n'ait pas qu'il n'en ait pas dans la ligne de vue. Mais si tu mets un autre communicateur
de l'autre côté, quoi, globalement, du satellite. Là, c'est quasi 100% en fait. Et tout ça à des vitesses incroyables. Enfin, incroyables par rapport à ce qui se faisait avant. Les lasers Starlink, ça peut atteindre des bandes passantes de 256 gigabits seconde à 4000 km de distance. Alors, c'est un maximum, évidemment, puis ça, c'est partagé par tous les utilisateurs, tu vois, mais pour les satellites, enfin, je veux dire, tu compares ça à une communication radio intermittente, c'est pareil que de passer du Minitel à la DSL, hein, globalement. Hein. Donc tout est envisageable. Même pourquoi pas de mettre effectivement, comme tu le disais, des serveurs dans l'espace. Alors je le mentionne même si j'y crois pas une seconde. Mais bon, c'est un communiqué de presse de Nvidia qu'il a fait pour dire qu'il enverrait un H100, donc une de leurs grosses GPU professionnelles, là, H100, en orbite via StarCloud et Crusoe qui visent carrément donc des data centers en orbite. Alors sur le papier, ça peut se comprendre. Tu as du soleil en permanence, donc tu as une énergie permanente gratos, entre guillemets. Ouais. Pas besoin de refroidissement, parce qu'il fait bien assez froid dans l'espace. Le StarCloud 1 pèse 60 kg. Il emmène du H100. Bon, évidemment, dans un blindage, tout ça. Et une H100, en termes de puissance de calcul en orbite, c'est vraiment un saut générationnel. Hein. En général, on n'en voit pas des trucs aussi puissants là-bas. Et donc, on va tester ça. Alors, de là à imaginer des data centers, je m'y risquerais pas, considérant le poids et les soucis de maintenance que ça représente. Par contre, clairement, si ça marche, ça veut dire aussi qu'on pourrait avoir des satellites et des sondes qui ont une puissance de calcul très importante, en comparaison de ce qu'on avait avant, qui serait même suffisante pour faire des traitements lourds in situ, ou pour embarquer des IA puissantes directement sur les satellites. Donc pour avoir des satellites, disons, beaucoup plus intelligents, si on peut dire, que ce qu'on a maintenant. Et là, par exemple, il est même question de faire tourner Gemma, hein, par exemple. Enfin, bon, de toute façon, avec un H100, on peut faire tourner beaucoup de choses. C'est quoi? C'est la taille d'un petit frigo, je croyais avoir lu à peu près, ce type de satellite. Oui, c'est ça va être ça. Hein. Considérant, c'est 60 kg, puis le H100 lui-même n'est pas extrêmement gros, mais par contre, évidemment, il y a tout le bordel autour, tout le blindage, tout le reste, donc ça fait largement un beau frigo. Mais oui, ça donne une puissance de calcul qui est suffisante pour faire tourner un équivalent de GPT-5, quoi, d'un petit GPT-5. Ouais, effectivement. Bon, écoute, on verra si ça se fait. Après, on peut aussi se poser la question du coût énergétique à l'envoi. Est-ce qu'il est compensé par le coût énergétique de fonctionnement après? Bon, je sais pas, j'en sais rien. Ça pose beaucoup de questions. Bon, c'est bien qu'on expérimente. Après tout. Le truc, c'est qu'en orbite, effectivement, on pourrait avoir des grosses puissances de calcul. Faut pas oublier que ça bouffe beaucoup d'énergie, une H100. Donc ça veut dire qu'il va falloir en générer beaucoup d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et qu'au plus tu es loin du soleil, au moins tu as d'énergie solaire disponible. Donc il faut passer à des réacteurs nucléaires ou ce genre de trucs. Et donc il faut quand même voir, c'est pas aussi simple que ça si tu veux. Si tu veux envoyer un data center en orbite, il faut l'alimenter. Et donc ça veut dire qu'il faut, si tu des très grands panneaux solaires, très gros panneaux solaires pour data center qui couvrent le soleil sur Terre. Ça fait partie, des réserves que j'ai sur cette idée magnifique. Mais bon. Ouais, il y a beaucoup d'éléments à mettre en regard de la réalité. Je fais une petite parenthèse. Quand on est autour de l'espace, je suis tombé sur une vidéo qui explique factuellement tous les points pour lesquels il dit que à moins d'une expérimentation vraiment très ponctuelle, on n'ira pas du tout sur Mars. Et contrairement à ce qu'Elon Musk a pu présenter avec des images futuristes de petites villes installées, etc. Tout cela est extrêmement hypothétique et très peu probable compte tenu de tous les enjeux qu'il peut y avoir. C'est décidément difficile de se heurter au mur de la réalité. Hein. Guillaume, on continue un petit peu avec notre ami Elon Musk et on parle une fois de plus de sa rémunération. Oui, l'ISS ne veut pas qu'Elon ait son gros pack de bonus. Alors. Oui, vous savez, celui qui peut aller jusqu'à 1000 milliards, là, en toute simplicité. Alors, l'ISS, c'est pas la station spatiale, hein, c'est la bizarrement nommée Institutional Shareholder Services, qui est une boîte de conseil, en fait, et un hedge fund, qui recommande aux investisseurs de refuser cette extravagante manière de conserver l'attention de Musk sur Tesla, comme si Tesla ne méritait pas en elle-même de l'attention, la pauvre. C'est cruel. Elle n'est pas assez bien pour lui, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette XAI ou cette Neuralink? Elles sont plus jeunes, hein, c'est ça? C'est vrai, elles sont plus jeunes, voilà, tous les mêmes. Et en plus, on voit comment il les traite. Hein. Regarde X et XAI, tout le monde fuit. Tout le monde s'en va. John Nitti, qui a tenu 10 mois à la tête de la pub sur X, il claque la porte. Et alors qu'il aurait dû succéder à Linda Yaccarino, qui a elle-même claqué la porte. Et chez XAI, c'est pas mieux, hein. Le directeur financier se barre, le conseiller juridique aussi. Bon. Aïe. Enfin bref, selon l'ISS, c'est pas seulement un palier, c'est même pas le palier à 1000 milliards qui pose problème, hein. C'est tout en fait, c'est tout le reste. Parce qu'à peu près, il n'y a rien qui va. Il y a 12 tranches, et même en ne complétant que les premières et les plus faciles à atteindre, on arrive à des niveaux de rémunération qui sont déjà obscènes.
À tel point qu'on se demande pourquoi Elon irait s'embêter à chercher plus. D'autant que la formulation est trop vague. Il faut 1 million de robotaxis dans les rues, mais bon, il n'y a marqué nulle part que ça doit être les robotaxis de Tesla. Il prend des robotaxis qu'il achète, il les met dans la rue. C'est pareil pour les robots. Il pourrait les laisser stationner aussi. Mais oui, bah pourquoi pas, c'est vrai. Ça marche. Ils sont dans la rue. Donc, c'est tout. Enfin, en tout cas, voilà, la formulation donne un certain mou à Musk, trop de mou pour l'ISS, sans compter que surtout, donner un si grand nombre d'actions à Musk, ça dilue la valeur des actions des autres porteurs. Donc, on pourrait lui en donner jusqu'à 423 millions quand même, ce qui lui donnerait 28,8% des parts de la boîte. Il y en a déjà presque 20. Mais bon, ça se fera sans doute, parce que le board, il a déjà... Enfin, il a déjà contré ce truc-là en disant que non, mais on est obligé de garder Elon, c'est fondamental et tout. Bon, on se demande pourquoi il y a des conditions, finalement. Ce serait tellement plus simple de dire que c'est une religion et qu'il aura ses sous quoi qu'il arrive. Finalement, la quête rapporte beaucoup là-dedans. On continue à parler spécifiquement de Tesla, Guillaume. Où on aurait les résultats de Tesla de ce troisième trimestre, ils sont en demi-teinte, alors que la marque a réussi à vendre plutôt pas mal de voitures, avec quand même 7,3% de ventes en plus et 12% de chiffre d'affaires de mieux par rapport à l'an dernier, à la même période. Les bénéfices, eux, chutent de 37% à 1,4 milliard. Le secteur des batteries se porte bien, celui des superchargeurs aussi. Tesla, évidemment, n'est pas du tout en danger mortel, mais en gros, il y a 3 soucis. Un qui est le sien propre, c'est que Tesla dépense énormément en robotique, en IA, pour suivre la vision de Musk, et parce que il va en faire autre chose qu'un constructeur auto. Bon, après, on en pense ce qu'on veut, mais bon, c'est quand même beaucoup de dépenses. Les deux autres portent une casquette rouge MAGA, puisque Tesla engrange presque 2 fois moins d'argent en distribuant des crédits carbone aux autres constructeurs. Puis ça va pas s'arranger parce que les lois qui les punissent pour fabriquer des voitures inefficaces sont plus appliquées par l'administration. Et par là-dessus, à cause de la guerre des tarifs, des droits de douane, tout ça, et comme ça fluctue, ça monte un petit peu n'importe comment, c'est plus cher de fabriquer les voitures. Tesla a donc de plus en plus de frais et ça réduit ses marges. Tesla a trouvé un truc pour vendre encore plus de voitures et pallier à ce problème, c'est le mode Mad Max. Eh oui. Voilà. Dernière mise à jour, j'arrive pas à y croire et pourtant apparemment c'est vrai. Dernière mise à jour du FSD. C'est improbable. Vous avez 2 modes de conduite, le mode Sloth, qui est littéralement paresseux, et le mode Mad Max. Et les deux sont opposés. Alors évidemment, le premier, c'est le mode pépère. C'est un mode qui double pas, qui roule tranquille derrière les voitures, tout ça. Puis le deuxième, c'est un mode qui va rouler très vite, plus vite que la vitesse autorisée même, et slalomer entre les voitures. Selon Tesla, c'est parfait. Si vous êtes en retard, si vous voulez en finir avec la vie, genre vous avez vu le dernier film des 4 Fantastiques et vous dites non mais c'est bon, plus jamais ça. En 2018, ce mode existait déjà, je l'apprends, et Tesla avait renoncé parce qu'il y avait eu un retour de flamme, alors c'est étonnamment. Et là, je sais pas ce qui est différent maintenant. Sauf que la boîte est encore plus dans le collimateur de la police des autoroutes, la NHTSA, suite à des dizaines de plaintes pour le comportement du FSD, dont on avait parlé déjà il y a quelques temps. Ils ont dû payer d'ailleurs 243 millions de dollars ce mois d'août, à la suite d'un crash fatal qui date de 2019. Le procès a été mené à son terme. Et là, ils sortent un mode de conduite Sony Haze. Quel sens incroyable du timing, quoi. C'est vraiment étonnant. Ouais, c'est un peu déroutant quand même, mais bon, écoute, peut-être que ça leur permettra d'émerger un petit peu plus, va savoir. Mais c'est vrai que c'est curieux. Je ne savais pas qu'ils avaient déjà tenté le coup en 2018, effectivement. Écoute, on continue et on termine même cette rubrique avec un petit point d'attention justement sur les... Ce que j'adorerais, c'est qu'il y ait 2 voitures en mode Mad Max qui se fassent la course. Mais c'est tellement évident qu'il va y avoir des vidéos tests sur ce genre de choses. Tu as été précurseur, effectivement. Et peut-être même que tu viens de donner des idées, va savoir, ce sera encore pire. Allez, on parle... S'il y a des morts, je veux pas être tenu responsable. Non, voyons. Bon, de toute façon, vous savez pas qui c'est Guillaume Poggiatla. Allez, un dernier mot quand même pour les batteries, justement, des véhicules électriques, parce que on a pensé beaucoup de choses et puis avec le temps, on commence un peu à relativiser toutes ces informations. Pour les voitures électriques, la durée de vie de la batterie, c'est une préoccupation qui est normale, bien sûr, c'est super important, mais il faut savoir qu'il est possible de recycler énormément d'éléments d'une batterie. Et en la matière, c'est les Chinois qui mènent. C'est assez dingue, mais sur tout un tas de sujets, le solaire, les batteries, les voitures électriques, les Chinois ont vraiment une longueur d'avance significative. Donc ils ont établi déjà 22 standards, dont 5 nouveaux, et ils demandent des taux de recyclage très importants, qui dépassent mêmes standards, nos standards à nous qu'on ne s'est pas encore fixés. C'est 95% de cobalt, de cuivre, de plomb et de nickel, et 80% de lithium à partir de 2032.
pour nous. Et en fait, ça, c'est possible et c'est même démontré. Il y a un programme pilote qui a été annoncé à la télé chinoise qui a dit qu'ils avaient atteint un record de 99,6% du nickel, du cobalt et du manganèse recyclés dans des batteries, dans de vieilles batteries, ainsi que 96,5% du lithium. Alors attention, c'est pas généralisé, c'est pas partout comme ça du tout, mais ils ont réussi à le faire, donc ça veut dire c'est faisable. C'est techniquement possible. Ouais. Et ça va rentrer dans des normes qui vont rentrer en vigueur, quoi. Et donc c'est quand même... là, les réglementations chinoises demanderont pratiquement ce niveau d'efficacité très bientôt. Pas forcément à ce niveau-là exactement, mais bon, vraiment un niveau très très haut, quoi. Et donc, alors ici, ce sera pour un peu plus tard. Quand tu dis ici, c'est en Union européenne ? En Union européenne, tout à fait. Mais les réglementations sont à l'étude, donc on pourra avoir des taux de recyclage des différents métaux d'une batterie, disons autour, voire plus de 90%. Alors déjà que les durées de vie des batteries ne cessent d'augmenter quand même, on les maîtrise de mieux en mieux, tout ça, qu'elles peuvent excéder, la durée de vie de la batterie peut excéder celle de la voiture. En plus, s'il est possible de récupérer 90% des matériaux pour les réinjecter dans la construction de nouvelles batteries, évidemment ça va réduire énormément l'empreinte environnementale du secteur, puisqu'on n'aura pas besoin d'extraire tous ces minéraux. Ouais. Donc c'est quand même super encourageant, pour une fois. La consommation énergétique, comme ça, du recyclage, est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente ? J'arrive pas à me rendre compte. Est-ce que c'est très coûteux en énergie ? Ça, c'est sûr qu'il faut des usines, il faut de l'énergie, ça c'est certain. Mais j'ai pas de détails sur le processus précis, très honnêtement. Bon. Voilà, je sais pas exactement. On en saura peut-être plus avec le temps, de toute façon, quand les choses seront rationalisées, généralisées. J'ai l'impression que ces réglementations vont arriver partout. Je pense peut-être qu'aux États-Unis, ça va attendre quelques temps avant que ce type de réglementation arrive, en tout cas. Très bien. Est-ce que tu as vu, pendant qu'on parle d'Elon Musk, que Grokipédia, ça y est lancé depuis ce mardi 28 octobre. Il est dispo. Elon Musk avait dit qu'il voulait lutter contre Wikipédia, qui était plein de biais. Et donc, évidemment, vous pouvez s'interroger de ce à quoi ça allait ressembler. On commence à avoir une idée, notamment c'est des copier-coller très 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 souvent de pages Wikipédia, et parfois il y a des aménagements, genre sur l'écologie, il y a des passages relatifs à la responsabilité humaine du réchauffement climatique qui sont largement amendés pour relativiser tout ça. Il n'y a pas encore beaucoup de pages, enfin il y en a beaucoup, mais il n'y en a évidemment pas autant que sur Wikipédia. C'est une version 0.1, au point qu'on se demande aussi dans le temps comment est-ce que ça va pouvoir être tenable d'avoir un Grokipédia, parce que le tout n'est pas de sortir un site web, mais de le maintenir dans le temps. On verra ça. Et d'ailleurs, quand je repensais à cette histoire de Wikipédia, tu sais, Guillaume, la semaine dernière, tu disais que c'était pas mal d'aller faire un don, ne serait-ce que de 2 € pour la fondation, pour financer un petit peu Wikipédia. Et c'est vrai qu'en fait, on profite tous, j'y repensais, de Wikipédia. Puis on l'a dit suffisamment de fois, c'est un dispositif assez fabuleux pour l'humanité sur Internet. Mais voilà. Je vois où tu veux en venir. Mais tu vois, je vais te le dire, moi, je vais te le dire. Mais ils ont besoin de dons pour fonctionner. Et donc même de 2 €, comme tu le disais. Et puis, alors, c'est assez représentatif, et l'analogie, vous la voyez venir, c'est quand on va sur Wikipédia, on y va de temps en temps, plus ou moins régulièrement, selon nos besoins, mais on voit les appels aux dons, et puis pour autant, ça ne nous empêche pas de l'utiliser, c'est gratuit, il y a ces appels aux dons, et puis on se dit, ok, je ne vais pas passer du temps à faire un don de quelques euros, d'autres s'en chargent, et puis moi, je vais en profiter. L'analogie, tu l'as vu venir, Guillaume, et vous la voyez venir, c'est Patreon pour Tech Café, parce que probablement que vous êtes convaincu du bien fondé de confier quelques euros pour le financement de Tech Café et nous rémunérer dans ce travail, mais vous vous dites probablement pendant que vous écoutez, d'autres le font, j'ai du temps, j'y penserai plus tard, je verrai quand ça se passera. Et oui, probablement que vous avez du temps, mais moi je vous invite malgré tout, comme on vous a invité à le faire pour Wikipédia, à pas trop tarder et à garder à l'esprit que plus tôt vous le ferez, plus tôt vous vous assurerez que Tech Café sera là le plus longtemps possible, avec donc cette plateforme de financement participatif qui s'appelle Patreon. Et puis, évidemment, je vous le rappelle, quand vous rentrez chez vous, vous avez nécessairement une petite minute où vous enlevez vos chaussures sales, vos chaussures humides par ces temps d'hiver, et vous les remplacez par ces chaussons qui vous réchauffent les pieds. Quand vous mettez vos chaussons, pensez à Patreon, patreon.com/techcafé.
On va continuer, on va parler de tout autre sujet si j'arrive à retrouver le conducteur de l'épisode et on va laisser nos considérations. Oh là, j'arrive même plus à afficher mes fenêtres. Attends, j'ai un petit blocage, Guillaume. Excuse-moi, il faut que j'arrive à relancer Chrome. J'ai un petit souci. Oh là, je suis où? Et pourtant, tu me vois toujours dessus. Attends, je suis où? Arrête d'utiliser Atlas. Mais non, alors oui, je l'utilise, mais pas pour le suivi là. Mince, où est-ce qu'on est ? On est là. Alors j'arrête d'utiliser Atlas, Guillaume, mais c'est vrai que je l'ai en test depuis quelques temps. On va y venir, mais on a toute une série de sujets qui touchent évidemment à l'intelligence artificielle pour cette seconde partie de Tech Café, avec pour commencer Copilot du côté de chez Microsoft qui veut aussi tirer son épingle du jeu de l'interface par intelligence artificielle avec l'informatique, Guillaume. Oui, Copilot devient plus convivial. Alors déjà, vous allez pouvoir faire ça en groupe. C'est toujours plus rigolo. Ah oui, c'est mieux. Plusieurs personnes pourront participer à un chat avec Copilot. Ce mode supportera jusqu'à 32 joueurs. Microsoft le voit plus pour le boulot que pour la déconne. Après, il déploie Copilot pour les particuliers, enfin le multijoueur Copilot pour les particuliers, et pas encore dans Office 365. Toujours dans la convivialité, Copilot a désormais un visage, si je puis dire, un visage flottant, qui me fait beaucoup penser à l'étoile de Wish, un peu, le film de Disney le mieux nommé de l'histoire, tellement le scénario est low cost. Mais oui. Nico, il est là pour personnifier Copilot, pour lui donner corps, enfin, si on peut dire. Mais bon, je vois pas très bien l'intérêt. Les seules incarnations des IA qui semblent vraiment avoir un franc succès possèdent en général une belle paire de yeux, de très gros yeux. Périphrase d'ailleurs utilisée aussi dans Feu 2 heures de perdu, je crois qu'il est mort en 2 heures de perdu. D'accord. Mais bon, en tous les cas, c'est plus sérieusement, Copilot a aussi plus de mémoire, il pourra apprendre plein de choses sur vous, et comme avec ChatGPT, vous serez en contrôle, vous pouvez savoir ce qu'il sait, vous saurez qu'il sait quelque chose que vous saviez qu'il savait, mais que vous voulez pas qu'il sache, et donc vous pourrez lui faire oublier ce qu'il savait. Bref, tout ça marche très très bien. Pareil, Copilot pourra aussi devenir votre toubib, il ira chercher des sources sérieuses chez Harvard Health. Quand on lui posera des questions sur ses verrues aux pieds ou sa grosseur au niveau de l'aine qui commence à suinter comme ça, il pourra aussi vous guider pas à pas pour son extraction au couteau. Si vous avez un couteau à fruits et une cuillère à soupe, voilà, vous pourrez effectivement extraire une tumeur. Oui, tout le monde n'a pas de matos de pro chez lui. Non, c'est vrai, on fait avec les moyens du bord, effectivement. Bah oui, voilà. Et enfin, Copilot aura aussi un mode franc-parler. Real Talk en VO, ou un mode où l'IA aura plus de personnalité. Sera capable d'être plus franche et même de vous contredire. Un mode anti-flagornerie qui est apparemment bienvenu et qui le rappellera les grandes heures de Sydney, alors sans aller non plus jusqu'aux insultes et aux crises de nerfs, ce qui est quand même vraiment dommage. Oui, c'est vrai que c'est dommage, effectivement. Ok, donc moins de flagornerie pour les intelligences artificielles, du coup, avec lesquelles on va interagir. Guillaume, on en vient quand même à notre star, avec des guillemets, de la semaine, ChatGPT. Atlas, est-ce qu'ils vont arriver à concurrencer Google Chrome ? Alors on l'évoquait la semaine dernière alors que la news tombait pendant l'enregistrement, donc effectivement OpenAI a lancé Atlas, un dérivé de Chromium, uniquement disponible pour le moment sur Mac. En bêta. Est-ce que c'est une révolution en bêta, effectivement ? Alors, c'est pas franchement une révolution pour plusieurs raisons. Est-ce qu'il préfigure le futur ? Bon, sans doute un peu. Il y a quand même une grosse marge de progression, peut-être même une petite année, ce que j'ose dire. Alors déjà, Atlas arrive qu'il y a déjà Comet quand même de Perplexity, et que les chatbots sont inclus à divers degrés dans des navigateurs classiques comme Edge ou Chrome. Il y a d'IA aussi. Oui, de toute façon, ils vont tous les savoir, même Opera, je crois, un chatbot aussi. Quant à la fonction d'agent autonome, c'est globalement la même chose que le Computer Use, qu'OpenAI a mis à disposition il y a quelques mois, mais qui utilise votre navigateur au lieu d'un PC dans le cloud. Ce qui est cool, et d'ailleurs, ça marche même mieux qu'on aurait pu le croire, c'est impressionnant techniquement, je ne pensais pas que ça marchait aussi bien, mais en termes d'usage grand public, on n'y est pas encore. Alors déjà, on pourrait décrire rapidement, effectivement, un petit peu ce que fait Atlas en général, pour les pauvres paysans qui n'ont pas les moyens de se payer un véritable ordinateur, et qui sont contraints, les pauvres gueux, d'utiliser un PC. Atlas a une interface assez minimaliste, où la barre de recherche est remplacée par une Omnibox, donc c'est une barre ChatGPT. Les recherches sont faites par défaut par ChatGPT, et puis voilà, vous avez aussi des onglets pour avoir des listes de liens, faire de la recherche par image ou vidéo, comme vous aurez dans Google, en gros. Mais la recherche par ChatGPT vient d'abord, et puis il faut faire une action supplémentaire pour avoir des résultats standards, ce qui peut plaire ou pas d'ailleurs. D'autant que ChatGPT n'est pas toujours pertinent, parce que il n'y a pas autant de connexions avec d'autres services que sur Google. Vous avez une carte pour les restos, vous n'avez pas forcément les évaluations. Difficile d'affronter Google frontalement aussi, c'est sûr. Et puis les recherches, elles sont archivées dans les chats, ce qui, du coup, la liste des chats devient assez bordélique assez rapidement. ChatGPT est évidemment intégré au cœur du navigateur, donc il va connaître ton historique de recherche, et cette mémoire peut être interrogée directement. Donc tu peux demander, voilà, retrouve-moi ceci
site où il y avait des promos sur les coussins anti-hémorroïdes. Ah oui. Hop, voilà. C'est vrai que c'est pratique. ChatGPT peut aussi voir les pages que vous consultez et vous pouvez discuter directement du contenu des pages avec lui, bien sûr, et vous pouvez commenter, reformuler des textes que tu sélectionnes, évidemment, n'importe où. Tu peux rédiger du texte dans Gmail, bien entendu, et compagnie. Je sais pas, je l'avoue, à quel point tout ça est proche de ce que proposait déjà Comet ou Copilot dans Edge, d'ailleurs, mais bon, ça peut être pratique à l'occasion. Mais évidemment, le truc le plus impressionnant pour moi, c'est bien sûr de voir Atlas surfer tout seul sur le web. Et il est remarquablement versatile, tout en étant aussi remarquablement lent et d'une autonomie encore trop limitée. En tout cas, pour vraiment changer la donne. Alors bien sûr, tout le monde lui a demandé d'aller acheter du PQ sur Amazon, c'est bon. Tâche qu'il peut faire sans trop de soucis si on a le temps. Mais Ars Technica lui a demandé des trucs plus débiles et donc plus rigolos, plus intéressants. Par exemple, Atlas peut aller jouer à ta place à 2048 sur le web. Il va sur le site, et puis il essaye un petit peu pour voir comment on y joue, donc avec le clavier, la souris, bon le clavier plutôt, et puis il se met à jouer, et globalement il joue jusqu'à ce que la limite de temps de la session arrive, ce qui est de quelques minutes, donc du coup ça lui laisse pas le temps de faire un gros score. Le naze. Ils ont demandé un truc pas si évident, hein, ils ont demandé va sur Radio Garden, bon il y a un site qui regroupe des stations de radio, trouve telle radio, écoute l'émission, et pour chaque nouvelle chanson, identifie-la et ajoute-la une playlist Spotify. Ouais. Et ben, étonnamment, il a très bien réussi. Et encore, la limite de temps, évidemment, rend la chose assez inutile, hein, puisque bon, au bout de 10 minutes max, il s'arrête, mais c'est quand même remarquable qu'il ait réussi ce genre de truc. Autre cas d'usage, scanner ses emails pour repérer toutes les informations des contacts et les rassembler dans un tableau Google Sheet. Oula, ok. Et ben là, ça a très bien marché aussi. Le journaliste lui a demandé de faire une fanpage sur un perso de Star Trek, de faire le choix d'un prestataire électrique au Texas, et globalement, ça marche plutôt pas mal, et c'est franchement impressionnant. Même s'il a aussi complètement échoué sur certains trucs, comme télécharger des démos sur Steam, par exemple. Ah. Alors le souci, c'est que comme proto, c'est bluffant, vraiment. C'est incroyable de voir... à tester, c'est un truc de malade. Génial. Je veux dire, faut se rendre compte de quoi on parle, quoi. C'est une machine qui utilise ma machine comme moi je le ferais, en utilisant des interfaces qui sont prévues pour moi. Et ce, dans toutes les situations. Il y a 5 ans, c'était impensable. Mais en pratique, c'est pas encore très utile, parce que comme on l'a dit, le modèle a une limite de temps ou d'utilisation qui rend les tâches plus longues ou les tâches récurrentes vraiment qui sont impossibles, et le modèle est très très lent. Ah, il peut prendre 10 minutes pour acheter 3 items sur Amazon, hein, chose que tu ferais en, 2 minutes, voire moins, et il attend encore souvent une intervention humaine à certains moments, parce que voilà, vous pourriez vous dire que... En plus, vous pourriez vous dire, s'il est 10 fois plus lent qu'un humain, il suffirait de lancer 10 tâches en parallèle. C'est vrai, mais déjà, il faut avoir 10 tâches à lancer en parallèle, il faut les trouver, et puis surtout, il faut parfois intervenir sur ces tâches à diverses étapes, et tu sais jamais quand... Enfin, je veux dire, tu sais jamais... ça peut être un peu à n'importe quel moment, quoi. Et puis après, évidemment, il faut avoir confiance. Parce que Atlas fait des erreurs. Parfois, on lui demande de réserver un rendez-vous pour vendredi prochain et il le met ce vendredi. Le naze. Parfois, il propose des restos qui sont pas dans la ville où tu habites. Est-ce que tu vas le laisser payer ? Est-ce que tu vas le laisser acheter des trucs et payer pour toi ? Est-ce que tu as confiance ? D'ailleurs, tout ça ouvre aussi plein de nouveaux horizons pour les hackers. Une IA qui lit les pages web, c'est la possibilité d'injecter des prompts malveillants. Une IA qui lit vos mails, c'est une IA qui est exposée à des tentatives de phishing. Il y a une boîte de cybersécurité espagnole d'ailleurs qui s'appelle Neural Trust qui a même déjà réussi à exploiter une vulnérabilité de l'Omnibox. L'Omnibox, c'est cette barre d'adresse d'Atlas qui, en plus de faire des recherches, comme le fait Firefox par exemple, vous avez la possibilité évidemment d'utiliser ChatGPT dedans. Et du coup, au lieu de mettre une URL, tu mets un truc qui ressemble à une URL, mais qui est en fait un prompt avec des instructions pour l'IA et il va les exécuter. Il va voir ça comme un prompt, il va le faire. Donc cette fausse adresse, évidemment, là, si tu la tapes toi-même, ça n'a pas trop d'intérêt, mais ça pourrait être des choses qui pourraient se retrouver copier-coller accidentellement, avec des trucs un petit peu dissimulés, dans des mails malveillants, etc. Et puis, il ne faut pas oublier qu'un truc comme Atlas est aussi, et même surtout, un outil de récolte de données pour OpenAI. Des données de comportement qui sont toujours plus précises, toujours plus intimes. Bon. Entre tout, on peut avoir des réserves face à Atlas, évidemment, et face à la généralisation de ce modèle qui est quand même, il pose quand même pas mal de questions, déjà sur l'usage et sur les risques, etc. Mais pragmatiquement, moi je vois quand même, ça m'interroge quand même vraiment l'ambition, si tu veux, d'OpenAI avec Atlas et puis l'ambition d'OpenAI même tout court. Parce que OpenAI fait des IA vraiment puissantes, il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a qu'à voir Sora, il n'y a qu'à voir comment Atlas arrive à utiliser un site web. C'est vrai que c'est bluffant, il n'y a pas de souci. Mais en termes d'échelle, je commence à avoir des doutes en fait, parce que je vois pas comment... Ils ont commencé par lancer Atlas sur Mac, et c'est peut-être pas un hasard.
Parce que Mac, c'est moins de 17% de part du marché. Et c'est aussi un parc très unifié d'un point de vue logiciel et matériel, donc ils sont à peu près sûrs de ne pas avoir trop de soucis sur la versatilité des appareils, peut-être. Oui, c'est vrai. Aussi. C'est vrai, mais c'est pas. Mais c'est limité en tout cas. Que je voulais. Oui, je comprends. Moi, déjà, je fais cette pression, mais t'as raison. Ouais. Que au maximum 17% des gens qui utilisent un ordinateur. Hein. Et en plus, l'agent IA ne fonctionne que pour les abonnés GPT+, machin. Qui représente 5%. Il est offert quelques jours si jamais on accepte de le faire en navigateur par défaut, mais c'est 7 jours, je crois. Oui, mais bon. C'est à la marge. Alors, il est clair que les fonctions les plus avancées comme l'agent, c'est pour les GPT+. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, les abonnés à 20 ou à $200, et cela ne représente que 5% des 800 millions d'utilisateurs. Donc pour le moment, il y a 40 millions de gens qui payent, et dans les 20% de ces gens qui peuvent utiliser potentiellement Atlas. Donc du coup, ça fait 8 millions de personnes maximum. Combien parmi ces 8 millions de personnes ont effectivement téléchargé le navigateur, je ne sais pas, mais c'est certainement encore beaucoup moins. Bon, on va être gentil, on part sur 5 millions de personnes pour avoir un chiffre rond, hein, voilà. Disons, ça fait plus d'une sur deux, on est sympa. C'est peut-être optimiste, en tous les cas. Je crois que Chrome, c'est dans les 3 milliards d'utilisateurs quotidiens. Ah bah, c'est sûr. C'est 600 fois plus au bas mot. Hein. Or, cet agent, il est 10 fois trop lent pour être utile en vrai. Donc ça veut dire qu'idéalement, il faudrait à OpenAI 6000 fois plus de puissance de calcul. Sans compter qu'il faudrait en plus qu'il soit plus fiable que ça, et plus autonome que ça. Donc ça voudrait dire aussi peut-être qu'il faudrait un modèle plus puissant, qui demanderait peut-être encore plus de puissance de calcul. Donc à la louche, si on se projette dans un futur où Atlas sera le nouveau Chrome, et où tout le monde utiliserait des agents, c'est normal, il faudrait quoi ? Il faudrait OpenAI de l'ordre de 10 000 fois plus de puissance de calcul ? Et là, je parle que d'Atlas, et que de l'agent d'Atlas. Ça veut dire qu'après, tu rajoutes Sora par-dessus. Sora 2, qui est utilisé comme un TikTok. Si Sora 2 explose et qu'il y a vraiment autant de gens que sur TikTok qui l'utilisent... Pas gagné. Non, ça, c'est vraiment pas gagné. Mais je veux dire, t'imagines la puissance de calcul que ça... Ouais, bon. Là, on dit qu'il sera en train de créer un générateur de musique en plus. Donc ils alignent les fonctions qui sont vraiment super puissantes, super incroyables, hein, c'est fou. Mais le passage à l'échelle, je veux pas insulter l'avenir, mais sans rupture technologique, et alors que les composants avancent plus lentement qu'avant et coûtent de plus en plus cher, financer tout ça, ça me paraît vraiment compliqué quand même. Ouais, c'est sûr que ça illustre là encore une fois à quel point il y a une démesure entre la réalité et les coûts et surtout les ressources énergétiques. Et évidemment, tout cela est lié. Tu le sais, Guillaume, moi j'ai testé là, depuis sa sortie ChatGPT Atlas en le mettant en navigateur par défaut. Je dois dire que cette fonctionnalité d'agent, vraiment, je vois pas vraiment les cas d'usage. C'est rigolo à tester. C'est assez grotesque en fait parce que tu sais, il y a toujours le dialogue interne auquel on peut assister et où tu le vois lentement dire je vais cliquer ici, oulala, je dois faire attention, peut-être qu'il y aurait un code malveillant, oulala, la liste déroulante, oulala. Donc c'est vraiment interminable. Tu sais, tu rigolais en disant qu'il suffit de leur demander, de leur dire bonjour et de voir leur dialogue interne avant de te répondre. Et là, pour naviguer sur le web, ça en est grotesque. Quand même, un point, le réflexe qu'on a d'utiliser ChatGPT pour, et c'est terrible, hein, tout et n'importe quoi, une fois qu'on en fait le navigateur par défaut, est complètement dingue. Le réflexe d'avoir à solliciter ChatGPT simplement avec le raccourci de l'ouverture du nouvel onglet est très rapide à prendre et on a vraiment le réflexe qui s'installe très vite. Il y a un petit truc, et The Verge en a un petit peu parlé, il y a ce réflexe par rapport au moteur de recherche aussi qui est différent dans le sens où habituellement quand tu fais une recherche, en fait Google nous habitue avec Chrome à noyer un petit peu le comportement de la recherche sur un moteur de recherche et d'aller sur un site internet en particulier. Et là, on perd un petit peu cette espèce de fluidité qu'on avait, mais qui est finalement remplacée par une espèce de dialogue. Alors c'est très agaçant parce que si tu as le malheur de ne pas taper l'URL, au lieu de faire une recherche sur Google, ça commence à lancer une discussion avec ChatGPT et c'est beaucoup moins rapide que d'afficher des résultats comme nous y habitués au Google avec les requêtes. Mais ce réflexe est très fort. Je me dis malgré tout, Guillaume, si jamais OpenAI ne le fait pas avec ChatGPT Atlas, nous on s'en rend pas compte en France, mais concrètement, Google va le faire avec Chrome, Microsoft va le faire avec Edge. Donc finalement, ces ressources dont tu parles, qui sont des vraies problématiques, elles vont être abordées par d'autres acteurs qu'OpenAI, mais elles vont être adressées par des boîtes tech, non ? Ben oui, mais c'est aussi une préoccupation. Enfin, je veux dire, effectivement, si tout le monde a des agents, bon après, je veux dire,
c'est pas parce que tout le monde fait des agents qu'il va plus y avoir d'usage, parce que le nombre d'utilisateurs restera le même. Enfin, je veux dire, bien sûr. Chrome, il a 3 milliards de trucs. Bon, je sais pas, s'il y a 3 acteurs qui se partagent le même pool d'utilisateurs, ça sera la même puissance. Mais quand même, ça sera une puissance absolument démentielle. Et c'est effectivement qu'une toute petite partie, finalement, c'est ces trucs-là, de tout ce qui se fait avec les IA, de l'explosion de la vidéo générative, etc. quoi. Bon. C'est... oui, enfin, je sais pas, ça va être difficile, surtout, de rentabiliser tout ça. Effectivement, c'est un élément de plus sur notre réflexion autour de la bulle, autour de l'IA. J'ai l'impression que c'est un petit peu la course en avant, quoi qu'il arrive, parce que tout ce qui est gagné, on imagine qu'il y a au moins une petite partie qui va rester après l'éclatement de la bulle, donc ils foncent. Et puis, ça se manifeste à tous les nouveaux, Guillaume, et ça montre aussi à quel point OpenAI ne veut pas faire de ChatGPT juste un chatbot, ou en tout cas faire de ChatGPT le chatbot par IA le plus versatile possible, pas que via les navigateurs, mais ils ont racheté une petite boîte là qui en dit un petit peu plus sur leurs ambitions. Mais justement, ça prolonge complètement ce qu'on a raconté sur Atlas et aussi le questionnement sur la puissance requise, parce que faut bien garder à l'esprit qu'Atlas c'est qu'un début et qu'en réalité OpenAI il ne veut pas faire un navigateur, il veut faire un système d'exploitation. Exactement. Ils s'en cachent pas, ils ont des developer conferences d'ailleurs tous les ans désormais, ils font des apps, il y a des apps dessus et c'est globalement ce que Nick Turley, en charge de commercialiser les modèles de la compagnie sous forme de produits, qui pourra un jour la financer, nous dit quoi. C'est ça qu'il dit, Nick. Il y a un moment que ChatGPT est plus qu'un chatbot, bien entendu, qui peut faire des recherches sur le web et qu'OpenAI cherche à en faire une plateforme d'e-commerce aussi. On a eu les plugins, on a eu le GPT Store, et désormais il y a des apps sur ChatGPT. Il y a des plus grandes plateformes comme Uber, DoorDash, Canva ou Expedia qui ont déjà intégré cet écosystème. Donc aujourd'hui, ChatGPT peut utiliser Booking ou Expedia directement pour demander des hôtels dans telle ville. Tu peux tout faire conversationnellement. Pour Canva, c'est pareil. Tu lui donnes ta dernière création sur Canva. Tu peux commenter, il peut commenter ce que tu as fait, il peut te donner des idées, créer des variations sur tel ou tel thème. Puis il y a aussi Zillow, si vous voulez. Je crois que Zillow, c'est de la recherche immobilière. Il y a Spotify aussi, il y a Figma. Bientôt, il y aura Walmart. Donc, tu pourras faire tes courses en discutant avec ChatGPT, quoi. Donc, la tendance est claire. Et la dernière acquisition d'OpenAI, qui est donc Sky, montre même qu'ils projettent d'aller au-delà de l'interface web, qu'ils veulent se nicher au cœur du système d'exploitation, jusqu'à le remplacer totalement peut-être un jour, alors peut-être avec l'appareil en cours de création avec Johnny Ive, qui sait. Alors Sky, effectivement ça porte à confusion, parce que Sky c'était aussi la voix de GPT-4o à une époque, oui. Mais ça n'a rien à voir, c'est un logiciel qui est complètement différent. En fait c'était un futur produit de SAI, c'est Software Application Inc., qui a été racheté par OpenAI pour un montant pour l'instant inconnu, sans doute pas si énorme parce que c'est une toute petite start-up qui a une dizaine de personnes, et SAI a été monté par des ex-Apple. Donc c'est quand même des vétérans qui ont mis au point Workflow, qui est un système de script sans code qui allait devenir Shortcuts dans l'écosystème iOS. Ouais, en tout cas, c'est... Pour être exact, c'est les équipes effectivement qui étaient dans une boîte qui a été rachetée elle-même par Apple parce qu'effectivement raccourci la Shortcuts sur iOS et macOS, c'était une application tierce et donc Apple les avait rachetés. Donc décidément, ils ont l'expérience de faire des trucs qui se rachètent bien par les grosses boîtes, j'ai l'impression, de ces gens-là. Ah ben là, c'est chez Jackpot. En tout cas, c'est pas des débutants et ils avaient comme projet de créer un agent comme Atlas en fait, comme Atlas un homme pour le web, mais pour ton ordinateur directement. Donc tu appelles Sky, tu peux le parler peut-être, en tout cas tu appelles Sky dans le raccourci clavier, puis tu lui demandes des trucs et puis éventuellement tu lui donnes des documents. Je sais pas, tu peux lui donner des photos à rajouter à un mail, à un événement du calendrier, tout ça. Bon. C'est vraiment la même idée, vous lui donnez une tâche à faire sur votre ordinateur et puis il le fait, comme Atlas pour aller vous acheter du PQ. Et Sky va déplacer sa propre souris d'ailleurs, et utiliser son propre clavier sur ton propre Mac. Et c'est pas un nouveau concept du tout, il y a quelques années, 2 ans en fait, il y avait Open Interpreter qui faisait un truc comme ça. C'était un projet open source qui a commencé mi-2023. Oui. Et on se souvient même du buzz temporaire autour du 01 Lite, qui était un de ces appareils IA qui était globalement un micro, mais qui permettait de dialoguer avec Open Interpreter, qui était installé sur ton Mac. Ça, ouais. Et donc, Open Interpreter utilisait un LLM pour prendre en possession de ta machine. Et là, en fait, où Open Interpreter reposait sur des API, sur des appels directement aux API ou sur des commandes en terminaux, en gros, il générait du code, il générait du script, Open Interpreter. Sky, lui, est plus généralement, tous les modèles modernes, en fait, eux, ils voient ce qu'il y a à l'écran. Ils sont multimodaux et donc ils voient ce qu'il y a à l'écran et ils agissent exactement comme nous on agit avec le clavier et la souris. Eux, ils outputent des actions
Donc ils réfléchissent sur ce qui est à l'écran, puis ils outputent des actions. Et en théorie, évidemment, ça les rend capables de faire exactement tout ce que toi-même tu peux faire sur un ordinateur. Donc Sky peut agir sur ton Mac, mais aussi évidemment faire des recherches Google, et en gros agir comme un assistant pour un peu tout. C'était la promesse, puisque Sky il était programmé pour sortir cet été, mais il n'est pas sorti. Et on comprend pourquoi, vu ce qui s'est passé. Donc à voir ce qu'OpenAI en fera concrètement. Avec Copilot, Microsoft est aussi globalement dans cette idée. Anthropic a lui aussi une solution de computer use, à lui, qui ont tous un petit peu les mêmes limitations, pour être honnête. Et c'est cool, mais comme pour Atlas, il y a de grosses interrogations, la quantité de calcul. Imaginez si des milliards de gens sur leur ordinateur utilisent plusieurs fois par jour des agents, qui ont le fonctionnement agentique, avec des images, tout ça. C'est des modèles qui réfléchissent, qui ont des énormes contextes, où on envoie des images, donc ils doivent digérer des quantités de données impressionnantes. Bon, ça consomme beaucoup plus qu'un chat simple. Et puis après, il y a la fiabilité. Les IA sont probabilistes, et on sait qu'elles hallucinent, et même on sait qu'elles hallucinent même quand elles vont chercher des informations. C'est ça aussi qu'il faut bien voir. Même quand elles vont chercher des informations directement sur Internet, elles peuvent les déformer. Il y a une étude de la BBC qui montre que c'est même quasi systématique. C'est une étude qui porte sur 3000 réponses d'IA sur des actualités dans 18 pays, qui montre que 45% des réponses ont au moins un problème significatif. Il y en a 31% qui ne citent pas correctement les sources. Il y en a 20% qui déforment les informations. Un peu ou beaucoup, mais quand même. Aussi impressionnant que soient les IA, et tous ces systèmes qui prennent possession des ordinateurs, est-ce qu'elles sont prêtes pour prendre le contrôle de nos machines vraiment dans la vie de tous les jours, et surtout en entreprise, tout ça, à très très grande échelle? On peut quand même se poser la question. Ouais, de toute façon, leur démarche, j'ai l'impression, c'est de prouver qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Les boîtes qui sont derrière ces usages-là, d'arriver à très très vite le démocratiser avant de commencer, j'ai l'impression, à adresser les problèmes, j'allais dire presque bassement matériels, qui sont ceux de la sécurité et de la consommation d'énergie et des ressources qui y sont associées. On verra où ça nous mènera. Bien évidemment, en tout cas, la route, elle est clairement désignée par, en l'occurrence, OpenAI et par ses concurrents. Guillaume, on va terminer cet épisode avec une rubrique courte mais intense, jeux vidéo, à commencer par un petit tunnel que tu nous as préparé dans le monde merveilleux d'Xbox. Bah écoute, oui, Xbox, c'est un peu n'importe quoi Xbox en ce moment quand même. Ça part un peu dans tous les sens, ça dit et ça fait connerie sur connerie. Mais dans un sens, il y a une cohérence qui commence à se dessiner, et puis on peut le résumer par les consoles Xbox, c'est fini. Parce que c'est vraiment là confirmé à demi-mot, voire à 3/4 de mot quand même, par Sarah Bond, qui dit qu'on peut voir les prémices de la prochaine Xbox à travers la portable, qui n'est pas du tout une Xbox, je rappelle, la petite ROG Ally qui est brandée Xbox, mais c'est un PC, évidemment. Et donc, elle nous dit qu'il faut s'attendre à une expérience très haut de gamme et donc très chère. Bon, on savait déjà que la prochaine Xbox allait donner accès à d'autres magasins que celui de Xbox, qui est déjà en soi plié le truc, parce que une console où tu as accès à Steam et Epic, ça s'appelle un PC. Steam, Epic et le store Xbox, c'est même un PC Windows, tout simplement. Et si tu peux lancer Windows et y accéder dans l'interface classique de Windows, ça ressemble vraiment beaucoup à un PC. Ce qui sera très très probablement le cas. Donc ce sera un PC haut de gamme qui sera brandé et qui vaudra probablement plus de 1000 balles, c'est quasi sûr. On rappelle que tout a augmenté dernièrement, du Game Pass qui est soudainement devenu moins intéressant, aux kits de développement Xbox qui prennent 30% et qui passent à $2000. Là encore, bravo d'ailleurs, pour encourager les développeurs à se lancer sur la plateforme. Il n'y a vraiment pas mieux que de péter les prix, comme s'ils allaient faire du fric sur les SDK, franchement. C'est pas ça qui fait le volume, mais bon. Et bref. La Xbox Series X a augmenté 2 fois donc, de prix, elle est à $650 maintenant. Et vu le positionnement haut de gamme et ce qu'on sait, ou je crois savoir sur les composants qu'elle aura dans le bid, $1000, ça paraît en fait un strict minimum. Rappelons aussi que la présence des autres stores sur la future Xbox est aussi un manque à gagner pour Microsoft. Et Microsoft, il ne va pas l'absorber, ce manque à gagner, certainement pas. Parce qu'aujourd'hui, Xbox est tenue par les couronnes par Amy Hood, qui est la directrice financière, et elle exige une marge de 30%, ce qui est énorme, ce qui est lunaire, qui est bien au-dessus des standards de l'industrie, et donc ça amène à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Les licenciements, les annulations de projets, l'augmentation des prix, et le changement de cap général.
Sarah Bond, toujours elle, a aussi dit la bouche en cœur que les exclusivités, c'est nul les exclusivités, c'est un truc du passé, c'est une antiquité, c'est un truc, voilà, les joueurs, ils en ont plus rien à foutre. Bon, voilà. Dit celle qui a posé fièrement il y a 3 ans devant un poster de Starfield, grosse exclu Xbox à l'époque. Ouais. Et donc, sérieux, les exclus, ça marche pas, c'est nul, c'est le passé, ça marche pas les exclus. Quand je regarde Sony et surtout Nintendo, je peux en douter. Alors attention, dire ça en tant que consolier, c'est stupide. Mais en tant qu'éditeur, par contre, ça se tient. Parce que l'aboutissement de tout ça, en réalité, c'est quoi ? C'est que, voilà, vous avez un PC, quoi. C'est quoi une console sans aucun jeu exclusif et sur laquelle tu peux jouer à tous les jeux PC ? Je sais, un PC. Voilà, c'est un PC. Donc pourquoi acheter un PC Xbox plutôt qu'un autre ? Parce qu'il est joli, peut-être, je sais pas, ça sera à voir quand ils le sortiront, évidemment. Pour l'instant, c'est quand même encore... Enfin, évidemment, ça reste spéculatif, tout ça, mais de toute façon, Xbox fera plus de fric en tant qu'éditeur en vendant des PC haut de gamme et qu'il en a jamais fait en vendant des Xbox parce que bon, c'est jamais des consoles qui ont gagné finalement la bataille. Le rachat d'Activision est peut-être le péché original, c'était beaucoup trop cher, il faut se refaire maintenant. Et donc on doit couper dans ce qui rapporte peu. Or, vendre des Xbox, ça rapporte peu. Alors que publier des jeux sur toutes les plateformes, ça rapporte beaucoup plus. À l'origine, on pensait qu'Activision pourrait renforcer Xbox en créant des exclus de gros calibre. En réalité, si on suit une logique purement financière, ça n'a pas de sens de faire ça. Le souci, c'est que si effectivement Xbox ne fait plus de consoles, Sony et Nintendo formeront vraiment un duopole. Et alors, parce que... Et encore, ce ne sera pas vraiment un duopole. Parce qu'ils ne seront pas vraiment sur le même segment. Ils ne sont pas sur le même segment. Sony et Nintendo ne seront jamais vraiment sur le même segment, sans doute. Sans compter que les exclus Sony sont de plus en plus disponibles sur le monde des PC à terme. Donc, ça dilue vraiment le rôle d'une exclusivité. Ce qui va se passer, c'est qu'en gros, Xbox fera des PC de jeux. Sony sera, en gros, la seule console haut de gamme. Et Nintendo, la seule console abordable, grand public, quoi. Et donc, en fait, on aura des monopoles. Et ça, c'est jamais très bon. On pourrait développer beaucoup de choses autour du monde des consoles, c'est intéressant. Il y a notamment la Switch 2 qui a baissé de prix, là, c'est en France spécifiquement, et que en France, c'est très, très, très étrange au passage. Juste un petit mot très rapide pour dire que j'ai commencé à tester le nouveau service d'Amazon Luna. Bon, Luna qui existait avant, mais la dernière version, là. Et ça faisait un petit moment que je n'avais pas testé de cloud gaming sur mon ordinateur. Je dois dire que je suis impressionné de la facilité d'accès à un jeu vidéo. J'ai lancé le jeu Harry Potter, là, je sais plus comment il s'appelle, bref, peu importe. Hogwarts Legacy, sans doute. Oui, c'est ça, Hogwarts Legacy, merci beaucoup. Et je dois dire que c'est bluffant de dire qu'en quelques clics, quand tu es abonné à Amazon Prime, tu peux lancer le jeu de manière aussi intuitive. Je vais tester aussi les approches de jeux là, récentes qui ont été présentées par Amazon comme étant des espèces de, j'allais dire, de jeux de société de télé qui fonctionnent avec Luna. Je vous ferai un petit retour, mais c'est vraiment impressionnant de voir que ça marche quand même globalement pas mal. J'ai toujours des petits freezes, moi, je sais pas à quoi c'est dû, Guillaume, je sais pas si t'as une idée, mais toutes les minutes, toutes les 40 secondes, il y a une petite coupure quoi, au niveau du son, figer l'image. Tu joues en Wi-Fi, tu joues en quoi ? Je joue en Wi-Fi, ouais. Est-ce que tu penses qu'en Ethernet avec le routeur, ça... Bon, ça pourrait aider, c'est en général plus stable, on va dire. Je vais tester ça. Je vous tiendrai au courant et parlons-en évidemment sur Discord si jamais vous expérimentez aussi ces approches de jeux vidéo. Merci beaucoup en tout cas Guillaume pour la préparation de cet épisode. Merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés pour cet épisode. On est ravis de savoir que vous restez fidèles et que vous êtes toujours là à répondre présent pour écouter l'infotech au travers de Tech Café. Si jamais c'est le cas, n'attendez pas, forcément peut-être prenez cet appel à l'action au pied de la lettre et rendez-vous sur patreon.com/techcafé si vous envisagiez de soutenir Tech Café, c'est peut-être le bon moment. Et qui sait, peut-être même que vous entendez ça pendant que vous mettez vos chaussons. Alors ça, si ça arrive, franchement, dites-le nous et faites-en part sur Discord. Ce serait incroyable. Guillaume, en attendant qu'on se retrouve dans un autre épisode de podcast, peux-tu préciser aux auditrices et aux auditeurs où on te retrouve ? Et je sais pas, on me retrouve peut-être en train de me tâter devant le nouveau Lego Game Boy. Tu sais qu'ils ont sorti une Game Boy en Lego. Oui, le vrai Lego, mais qui représente une Game Boy. Mais ça représente une Game Boy. On peut changer les cartouches, c'est ça ? La brique. Et alors, on peut changer les cartouches, mais ce qui est le plus fou, c'est que il y a des modes, donc il y a des kits, pour que tu puisses jouer à des jeux dessus. Pour faire vraiment une Game Boy.
Et alors, la boucle est carrément bouclée parce que d'une part, tu as le Brick Boy qui permet de transformer le Game Boy donc en Lego en vrai Game Boy avec un émulateur. Donc, tu mets en fait un petit émulateur dedans, tu as un écran à la bonne taille et tout. Et tu as carrément Nathalie the Nerd qui a développé un kit qui permet de jouer à des vraies cartouches Game Boy. Ah oui, je l'ai vu passer, c'est génial, c'est formidable. Et en fait, elle recycle des Game Boy cassés, elle prend les cartes mères, et elle les repackage pour en faire un kit que tu peux insérer dans ton Game Boy en Lego pour jouer à des vrais jeux Game Boy. Donc c'est assez fou. Alors je me dis, c'est vraiment rigolo. De l'autre côté... en fait, j'en ai une vraie. Enfin, une vraie, quoi. Donc, c'est vrai que je me demande si c'est vraiment nécessaire. Juste la boîte Lego, peut-être, pour l'assembler. C'est agréable, en plus, de monter les Lego. Ouais, si vous aimez les Lego, écoutez Brick en Vrac, podcast de l'ami Gaëtan, qui parle spécifiquement de Lego. Et oui. Écoute, très bien. Au passage, est-ce que tu crois qu'il a existé? Je pense pas. Mais un jeu Lego sur Game Boy. Parce que là, la boucle serait vraiment bouclée de chez bouclée, tu vois. Si jamais tu as une console en Lego qui fait tourner une Game Boy et qui fait tourner un jeu Lego... Incroyable. Alors, ce serait fabuleux, mais je sais pas. J'en ai pas. On vérifiera en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, vous me retrouvez sur YouTube, vous me retrouvez sur Twitch notamment. Chaque vendredi matin de 10h à midi, des personnes m'ont dit « Ah, j'avais cru entendre que tu étais tous les matins en live. » Non, parlez pas de malheur. Uniquement le vendredi matin de 10h à midi. Je prends beaucoup de plaisir, mais je sais pas si je prendrai autant de plaisir à y être tous les jours. Merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. Donc rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.